Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi. Bienvenue à mon premier Mobius en direct avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Geneviève. Alors, cet après-midi, et comme vous avez pris l'habitude, quand on se parle de Mobius, c'est qu'on se parle de main-d'œuvre et il y a eu beaucoup d'actions qui se sont menées et de choses qui ont été annoncées dans les dernières semaines. Donc, d'où l'idée que moi et Sophie, on fasse un peu le point avec vous cet après-midi. Donc, on va bien sûr faire la mise en contexte et l'objectif, c'est vraiment de vous présenter les différentes mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et aussi de voir comment on va pouvoir vous soutenir dans la mise en place de ces différentes mesures. Donc, un petit tour d'horizon avec Sophie et moi cet après-midi. Bien sûr, la rediffusion sera disponible et bien sûr aussi, on aura un petit outil comme à toutes les fois avec Mobius pour faire la synthèse de nos différents propos. Alors, sans plus tarder, Sophie, si ça te va, on débute avec la mise en contexte. Bon pour toi? Oui, tout à fait. Donc, les mesures qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été annoncées lundi passé dans le cadre de l'opération main-d'œuvre spécifique au secteur de la petite enfance. Là. Il y a une opération main-d'œuvre pour plusieurs secteurs. Le ministre Boulet et le ministre Lacombe, donc de la famille et de l'emploi, nous ont présenté les détails pour notre secteur. Ils reconnaissent bien qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et que ça prend des actions ambitieuses là, pour atteindre les objectifs. Les objectifs qu'ils fixent d'ailleurs, c'est d'aller chercher 18 000 nouvelles éducatrices et éducateurs d'ici 2025-2026 et d'en qualifier 7 000 parmi ceux qui ont de l'expérience, suffisamment d'expérience et qui sont déjà à l'emploi. Donc, pour faire ça, 18 000 personnes, c'est beaucoup. Ils vont aller cibler toutes sortes de personnes avec des mesures adaptées. Une mesure pour le personnel en place pour s'assurer de l'attraction de la rétention, c'est bien sûr ce qui a été négocié avec les syndicats, donc une hausse des conditions salariales. La signature de l'entente devrait arriver au mois de février, là, selon nos informations. Donc ça, on espère vraiment que ça va contribuer à reconnaître et à attirer des nouvelles personnes dans le secteur. Ensuite, vous avez peut-être vu à la télévision, il y a une nouvelle campagne de valorisation du métier, de la profession, pardon, qui est à la télévision en ce moment, donc qui s'appelle Pour que nos petits trésors grandissent fort et qui dirige vers la page où on peut avoir le détail de toutes les mesures, là, la page Devenir éducateur ou éducatrice à la petite enfance. C'est une page que je vous invite à mettre dans vos favoris, à aller voir aussi régulièrement, à diffuser aux gens qui sont intéressés parce que c'est là où va être mise à jour toute l'information là, au fur et à mesure qu'elle sera disponible. Il y a également un budget qui a été alloué à la promotion des mesures qu'on va vous parler. Donc, il y en a plusieurs et ça va être important de bien les faire connaître vraiment pour qu'elles aient leur plein effet, si on veut. Si on commence par les mesures qui vous concernent, vous, comme employeur, que vous pouvez utiliser comme levier, c'est sûr qu'il y a le parcours travail-études qui va justement vous permettre de financer les études d'une personne qui serait 3 jours aux études, 2 jours au travail dans vos milieux. Il y a différents modèles là, selon la région qui ont été adaptés aussi pour que ce soit plus réaliste pour vous de pouvoir libérer une personne. Il y a une cohorte qui commence en février, puis il y a eu parfois dans certaines régions plus de personnes intéressées que d'offres d'emploi. Donc ça, c'est sûr qu'on va vous inviter là pour la cohorte qui va commencer, la prochaine cohorte qui va commencer au printemps, aussi à afficher des offres d'emploi si vous le souhaitez, parce que jusqu'à maintenant, ça marche très bien. Nouvelle mesure qui a été annoncée justement pour les employeurs. À partir du printemps 2022, vous allez pouvoir financer la reconnaissance des acquis et des compétences d'une de vos éducatrices avec un minimum de 3 ans d'années d'expérience, si on veut. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que ça va être une reconnaissance des acquis et des compétences qui peut mener à l'AEC ou au DEC. Ils vont financer jusqu'à 12 jours de libération pédagogique et également les frais d'inscription pour l'éducatrice ou l'éducateur. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va permettre d'aller chercher la qualification pour des gens qui ne l'avaient pas déjà, qui ont vraiment un beau bagage d'expérience. Attention toutefois, ce n'est pas rétroactif. Donc, ce n'est pas parce que vous commencez tout de suite à financer une RAC pour une de vos éducatrices maintenant, il va falloir s'inscrire. Et dans le fond, ce projet-là de financement de la RAC va être porté par le même porteur que le parcours travail-études, donc le CSM-OESAC. Vous allez avoir juste un endroit où vous avez besoin de vous inscrire, des processus qui vont être similaires pour le remboursement et tout ça. Donc ça va être prêt pour le printemps 2022. Puis ça va être une autre stratégie, dans le fond, là, pour offrir quelque chose à vos éducatrices en place qui veulent aller chercher leur diplôme, leur qualification. La troisième mesure qui s'adresse directement à vous puis que vous pouvez activer dès maintenant, c'est une prime salariale pour vos travailleurs retraités. Donc, cette mesure-là, ça a été compris un peu de toutes sortes de manières dans les médias. Il faut comprendre que
une travailleuse qui prend sa retraite commence à recevoir sa rente de retraite. Et si elle revient, elle ne peut plus cotiser et l'employeur ne peut plus cotiser à son régime de retraite. Ça veut dire que la cotisation de 6,6, ça fait partie de la rémunération. Il y a la paye, puis il y a les avantages sociaux. Donc, il y a 6,6 du salaire qui est versé dans le régime de retraite. Si tu es retraité, tu n'as plus accès à ça, donc tu es un peu pénalisé. Donc, la prime salariale, ça vient s'assurer que la travailleuse, elle n'est pas pénalisée, puis que ça vient lui donner l'ensemble de sa rémunération qui va être similaire à celle de toute autre éducatrice non retraitée qui est sur le terrain. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas une prime de 3 000 pour les retraités supplémentaires à celle de leurs collègues. Non, non, c'est vraiment juste pour s'assurer que c'est équitable et que ça leur donne un attrait à revenir, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Donc, le 3 000 qui a été mentionné, c'est vraiment si elles travaillent à temps plein. Mais on peut s'imaginer que des travailleurs retraités, peut-être qu'ils vont être plus intéressés à des temps partiels, à des modalités d'horaire que vous discuterez avec eux. Fait que ça, si vous avez des travailleurs en tête, vous pouvez déjà les approcher et leur dire « Hey, sais-tu quoi, il y a ça qui est disponible pour toi, ça te tente-tu? Viens-tu me donner un coup de main? » Je pense que ça peut être intéressant, puis on va être curieux d'avoir votre point de vue aussi, à savoir les résultats qu'on peut espérer là, de cette mesure. On sait que, je vais reprendre mon souffle. On sait que le DEC, c'est vraiment la voie principale qu'on souhaite voir pour la qualification. Donc, on a été très, très content de voir qu'il y a eu des bourses de 1 500 $ qui vont être disponibles pour les étudiants qui s'inscrivent au DEC en technique d'éducation en petite enfance dès cet automne. Donc, pas cette session-ci, à l'automne prochain. Ces bourses-là, c'est des bourses de 1 500 $ par session qui sont complétées à temps plein et qui sont réussies. Donc, la bourse est remise après que la session a été réussie. Donc, quelqu'un qui s'inscrirait en automne puis qui ferait tout son DEC pourrait recevoir jusqu'à 9 000 $. Ce qui veut dire que les bourses de stage de 2 300 $ pour le stage 1, 2 et 3, ça, ils vont être disponibles pour cette année, mais à l'automne prochain, ils seront remplacés par les bourses de 1 500 $ pour le DEC. Donc, juste de s'assurer qu'on comprend bien justement que ce ne sera pas les deux en même temps, génial, mais c'est quand même un 9 000 $ qui est très intéressant pour valoriser le DEC. On a également appris que les cégeps avaient reçu la possibilité d'élargir, de recevoir du soutien pour élargir l'offre du DEC intensif, donc qui est une modalité qui existe dans seulement 2 cégeps actuellement, puis qu'on souhaite voir davantage pour encourager les étudiantes à s'inscrire au DEC, entre autres. Également du financement, s'ils le souhaitent, les cégeps, pour attirer davantage d'hommes dans la profession, faire la promotion auprès de jeunes du secondaire ou d'étudiants en réorientation de carrière. Donc, c'est super positif aussi de se dire que les cégeps vont être des partenaires importants pour valoriser le DEC auprès de toutes sortes de clientèles. Ensuite, ça, c'est la partie un petit peu plus nouvelle, si on veut. Donc, il y a différentes formations qui vont être disponibles pour toutes sortes de personnes selon leur profil. Donc, par exemple, il va y avoir des formations pour les personnes qui ont un diplôme connexe, donc que ce soit en éducation spécialisée, en travail social, qui seraient intéressés à réorienter leur carrière en petite enfance. Il va y avoir une formation sur mesure pour eux qui va pouvoir les amener vers la qualification plus rapidement. On n'a pas encore beaucoup de détails. Les détails qu'on a sont sur la page Devenir éducateur et éducatrice à la petite enfance. On sait aussi qu'une formation similaire va être disponible pour les gens qui ont un diplôme obtenu à l'étranger en petite enfance pour justement qu'ils puissent avoir une équivalence puis une voie accélérée vers la qualification. Donc, une formation courte, spécialisée d'appoint. Et si des gens qui ont ce profil-là, qu'ils soient personnes migrantes ou avec un diplôme en travail social ou en éducation spécialisée, veulent suivre cette formation-là et sont sans emploi, ils vont être éligibles à un soutien de 475 $ par semaine. Donc ça fait partie de toute la stratégie du gouvernement de vraiment aller attirer et favoriser la requalification. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont en emploi qui ont accès à une formation rémunérée. Ça va sans doute être une formation temps plein. On ne le sait pas encore trop les modalités, mais c'est à venir. Et on pense que ça va aller augmenter puis attirer les gens à venir se réorienter en petite enfance. Il y a 2 autres formations courtes. J'espère que vous suivez toujours. Il y a 2 autres formations courtes qui ont été annoncées. Donc, une formation de 90 heures qui est disponible pour les personnes au chômage qui voudraient venir travailler en petite enfance et prêter main forte et qui est en quelque sorte une reconnaissance que ça prend des connaissances sur la santé, sur la sécurité, le cours de RCR. Et donc, pour s'assurer que ce soit vraiment le minimum de connaissances pour débuter l'emploi, et pour venir pallier un petit peu au problème en ce moment où on voit que c'est beaucoup sur la surcharge des équipes des éducatrices qualifiées de former des personnes non qualifiées qui arrivent dans le milieu. Donc, cette formation-là devrait être offerte très rapidement dès mars 2022
On a eu l'information que ce serait disponible partout au Québec. On ne sait pas encore sous quelle modalité, mais on suit ce dossier-là de près. Et c'est également quelque chose où les personnes au chômage vont être éligibles à avoir 475 $ par semaine pour cette formation-là. On a déposé aussi l'intérêt de dire une personne récemment embauchée ou avant qu'elle commence son emploi en CPE pourrait-elle recevoir cette formation-là avant son entrée en poste? On attend des nouvelles au sujet de cette représentation-là. Et dernière formation, un AEC court spécialisé en 0,5 ans qui pourrait mener à la qualification avec le cumul de 3 ans d'expérience est également en élaboration. Donc ça, à savoir l'AEC 0,5, est-ce que ça remplacerait le 0,12? Comment ça va se modéliser au Québec? On ne le sait pas encore. On est sur le dossier. On veut s'assurer que ce soit bien fait et que ça réponde bien aux besoins du réseau. Et la dernière grande famille, grande catégorie de mesures, ce sont des mesures en immigration. Donc, le gouvernement a une volonté d'inviter davantage de personnes qui sont qualifiées en petite enfance à déposer leur demande, à déposer leur dossier de résidence permanente, à faire des invitations ciblées, comme on appelle. Il veut également attirer et retenir davantage des étudiants étrangers en petite enfance. Et il veut également alléger la démarche pour recruter à l'international pour des employeurs comme des CPE. Donc, ça aussi, c'est un dossier sur lequel on a fait beaucoup de représentations parce qu'on le sait que ça va être inévitable de passer par là juste pour atteindre les chiffres qu'on souhaite. Puis on le sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont de l'intérêt à venir travailler en petite enfance au Québec. Le Québec est vraiment bien vu à l'international par rapport à la petite enfance, mais on veut s'assurer que ce soit réaliste et atteignable pour un employeur de passer à travers ce processus-là pour attirer et embaucher un travailleur étranger ou une travailleuse étrangère. C'est pas mal ça. Est-ce que tu permets déjà que je partage certaines questions là, des membres? Puis comme tu dis, Sophie, peut-être que vous vous en souvenez, ça fait déjà plusieurs mois, nous, qu'on a fait plusieurs représentations, des rencontres soutenues au ministère du Travail, au ministère de l'Immigration. Donc là, on voit qu'il arrive plein de choses et bien sûr, là, les membres ont certaines questions. Premièrement, puis il faut garder en tête, hein, comme vous l'a dit Sophie, c'est 18 000 personnes à former d'ici 2025-2026. On comprend qu'il y a des gens qui vont faire le coude. On va encourager les gens à aller vers le DEC aussi en formation initiale. On va amener des gens dans la reconnaissance des acquis. Il y a les formations pour les gens qui arrivent de l'immigration, des gens qui veulent se requalifier. Fait que vraiment, là, je vous dirais, c'est un gros échangeur là, si on se met dans un contexte urbain. Et bien sûr, il faut savoir s'y retrouver. Première question qu'on a des membres. Au niveau de la reconnaissance des acquis, donc le processus de RAC qui mène soit un DEC, soit une AEC, est-ce que les gens qui auraient, dans le fond, la question, c'est est-ce que les gens qui auraient accumulé de l'expérience dans d'autres milieux de travail que le CPE, où la personne travaille actuellement ou qui aurait été à l'époque responsable de garde en milieu familial, comment on calcule l'expérience? Puis je sais, Sophie, qu'il y a aussi des choses qui se préparent là, pour bonifier ou corriger ou améliorer la directive sur la qualification. Donc, pour la reconnaissance des acquis, comment ça fonctionne là, pour être sûr que cette personne-là cumule bien l'expérience nécessaire? Bien, une chose qui est intéressante à savoir concernant la démarche de RAC, c'est que c'est vraiment une démarche individualisée puis personnalisée. Ça veut dire qu'il y a des critères justement d'entrée ou de base pour le projet qui va être déployé par le CSMO et ZAC qui ne sont pas encore prêts à être communiqués ou qui ne sont pas encore tout à fait attachés. Mais c'est sûr qu'une démarche de RAC, par définition, ça prend en compte les expériences de travail, les expériences de vie, les expériences at large, si on veut. Donc, à ce moment-là, ce ne sera pas un 3 ans associé à un milieu, ça va être vraiment une étude de dossier au cas par cas qui va être étudiée par le Cégep. Donc, c'est déjà une démarche qui est disponible partout au Québec aussi. Fait que, pour en savoir plus sur la démarche de RAC, vous pouvez déjà demander à votre Cégep. Ils font des séances d'information assez régulièrement. Puis après ça, qu'est-ce qui va être précisé au printemps 2022 puis être disponible, c'est le financement pour que vous puissiez libérer votre personne jusqu'à un maximum de 12 jours. Donc ça va être d'autres critères, mais les critères pour la RAC, puis le processus de la RAC est déjà quelque chose qui est mis en place dans les cégeps où vous pouvez aller chercher des renseignements. Oui, puis je vois des gens, entre autres, qui posent la question, est-ce que j'ai une éducatrice, exemple, non qualifiée, ou est-ce qu'elle est mieux d'aller vers le coude, vers la RAC? Je pense que vraiment de diriger les gens vers le portail, devenir éducatrice, éducateur en petite enfance. Puis nous aussi, là, pour les programmes spécifiques, on va aussi vous transmettre l'information, mais je pense là, pour aller voir un peu là, les différents critères, parce qu'il en restera qu'il y a des critères pour chacun de ces parcours-là.
Donc, peut-être là, c'est la meilleure chose, c'est d'aller vraiment voir pour chacune des personnes. Sophie, il y avait quelqu'un aussi qui nous posait la question pour le coude, des gens qui sont issus de l'immigration, c'est pas nécessairement possible de faire le coude. Donc, on a fait la représentation à plusieurs niveaux, là, je vous dirais, au sein du gouvernement. C'est quelque chose qui est en discussion, à moins que tu aies eu des nouvelles depuis mes dernières informations, mais pour l'instant, c'est pas possible, mais c'est quelque chose qui est observé, hein, Sophie, au niveau du coude. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on perd pas de vue, là. De toute façon, on le sait, là, que pour une étudiante, une personne immigrante qui arrive ici et qui voudrait faire la qualification pour accéder au réseau, il y a quand même certaines embûches et que ça coûte très cher. Donc, sachez que ça, c'est quelque chose qu'on a vu qu'on espère là, que le gouvernement va nous donner certaines facilités. Oui, Geneviève, ça me fait penser, on oublie toujours une affaire. L'affaire qui manquait dans la stratégie et dans le plan qui a été déposé, c'est vous parler du service de certification. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, chers employeurs, parce que en ce moment, la qualification, comment ça fonctionne, c'est que vous devez valider le nombre d'heures qui a été réalisé par les éducatrices s'ils n'ont pas tout de suite leur qualification, mais vous devez faire la démarche. L'inspecteur doit vérifier si la démarche a bien été faite. Une éducatrice qui arrive dans un autre milieu, elle doit avoir la preuve de ses heures, puis vous devez en tenir compte. C'est pas toujours compris de la même façon. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de l'automne 2022, il va y avoir un service de qualification offert par le ministère de la Famille où la personne non qualifiée va pouvoir aller remplir sur un portail justement ses expériences, ses heures, ses diplômes, etc. et être orientée vers des formations d'appoint si elle n'est pas tout à fait assez elle n'a pas le bon diplôme ou tout ça. Et donc ça va être quelque chose qui va aider justement les gens avec un diplôme connexe ou un diplôme issu d'étranger à avoir accès au bon service ou à la bonne formation. Et éventuellement, l'éducatrice va recevoir un certificat de qualification une fois la démarche complétée, une fois les formations complétées, tout ça. Éventuellement, la vision, c'est que dans les prochaines années, puis là, on parle de plusieurs années, toutes les éducatrices du Québec vont avoir justement cette certification de la qualification-là émise par le ministère de la Famille. Ça va être quelque chose qui va être très progressif. Là. Le ministère va vraiment être très clair sur les étapes. Puis ça va être un peu des groupes ciblés, si on veut, qui vont être interpellés dans un premier temps. Ils vont se concentrer d'abord sur les éducatrices non qualifiées mais proches, les gens qui ont des reconnaissances de diplômes à faire. Donc, les éducatrices qui sont qualifiées en ce moment, là, ça va venir vraiment plus tard. Ils vont se concentrer vraiment sur les cas un peu plus particuliers. Donc ça, c'est également une stratégie du ministère de la Famille pour faciliter l'accès à la qualification puis que ce ne soit pas une surcharge pour les employeurs. Donc, vous voyez, les mesures vont arriver au fil du temps, mais on pense que si on se reparle l'année prochaine à peu près à la même date, là, déjà beaucoup de choses vont avoir été faites, accomplies. Donc, je le répète encore, dès avril pour la reconnaissance des acquis. Et oui, il y a des gens qui posaient la question dans le fil. Oui, vous aurez accès donc à ces soutiens financiers pour libérer votre personne et ce sera un processus qui sera gratuit pour la personne qui fait la reconnaissance des acquis, bien sûr disponible à travers le Québec. Centre de certification, service de certification dès l'automne par le ministère de la Famille. Au cours du printemps, les différentes formations courtes, soit pour des gens qui arrivent de l'immigration, des gens qui ont, exemple, un DEC en éducation spécialisée qui veulent se requalifier, ou des gens qui sont peut-être sur le chômage et qui aimeraient pouvoir venir vers notre réseau. Donc, plusieurs choses, mais il y a aussi notre beau coude de Sophie qui continue de rouler et il y a des gens qui nous disent, moi, dans mon coin, j'attends, là, je ne vois pas de candidature. Donc, peux-tu peut-être juste nous refaire un état là, où on en est avec le coude, la session d'hiver? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'il y aura potentiellement une session peut-être au printemps ou à l'été? Donc, on a des questions là. Des gens s'inquiètent de ne pas avoir de candidature dans leur coin. C'est bien. Dans le fond, en ce moment, les candidatures sont closes, si on veut, pour les candidatures. Si vous avez déposé une candidature, elles ont été envoyées au Cégep. Le Cégep procède au processus d'inscription et la cohorte va commencer en février. Donc, à ce moment-là, vous pouvez commencer à réfléchir puis à vous préparer pour la cohorte qui va être offerte, les inscriptions qui vont avoir lieu au printemps, qui va être offerte pendant l'été. Généralement, c'est une cohorte qui est un petit peu plus de petite taille parce que certains cégeps vont choisir de l'offrir, d'autres non.
j'ai vu passer des questions dans les commentaires à savoir, ben, j'ai posé une offre d'emploi sur le site, j'ai pas eu autant de candidatures, j'ai pas eu de candidature, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est sûr qu'on a vu des beaux exemples de succès de CPE qui l'ont fait circuler cette offre d'emploi-là par le bouche-à-oreille, dans les babillards d'emploi, dans leurs réseaux sociaux. Je pense entre autres aussi à des CPE qui ont interpellé les journaux locaux pour parler du projet dans la région. Je salue Madame Desrosiers au passage. Donc ça donne vraiment de la visibilité à toutes les stratégies puis à toutes les mesures, puis ça peut vous aider à combler votre poste sur le parcours code. Donc, la plateforme, c'est une chose, mais je pense que toutes vos stratégies habituelles et même plus peuvent aider vraiment à trouver là, les personnes dont vous avez besoin pour le parcours travail-études. Excellent. Donc ça, on n'oublie pas on n'est pas obligé de se limiter à la plateforme et on peut faire circuler largement. Je vois des gens aussi qui disent le coût 15 de l'heure. Sachez qu'on a fait des représentations. On sait qu'avec les augmentations de salaire, puis même avec le salaire minimum qui continue d'augmenter au Québec, là, des fois, on n'est pas très loin du 15 Je vous rappelle qu'on a les garderies qui sont dans notre grand giron et que eux, ça met une pression aussi par rapport au coude. Donc, sachez que ce sont des représentations qui ont cours, qu'on a appliquées et fait à plusieurs égards et que c'est quelque chose qui est en discussion actuellement pour bonifier le coude. Les gens demandent aussi, Sophie, bon, le coude, on sait qu'une organisation pourrait publier plus d'une offre d'emploi, avoir peut-être plus d'une étudiante au coude. Est-ce que ce sera la même chose pour la reconnaissance d'acquis? Donc, moi, je suis un employeur, j'ai deux, trois éducatrices qui pourraient être dans un processus de reconnaissance des acquis. Il n'y a pas de limite par organisation. Les critères et les modalités d'inscription pour la RAC ne sont pas encore disponibles. Ce qui est disponible, c'est de savoir que le programme va être disponible au printemps. Les financements ont été accordés. Donc, ça, je peux pas confirmer ou infirmer. Mon petit doigt pense que sans doute que ce serait possible pour plus d'une, étant donné la cible très élevée de 7000. Par contre, je ne peux pas vous le confirmer. Donc, en ce moment, vous ne pouvez pas déjà inscrire une personne pour être financée pour la RAC. C'est quelque chose qui va être disponible seulement au printemps avec les modalités. Les informations disponibles sont sur le site Devenir éducateur, éducatrice à la petite enfance. Et il faut savoir aussi que, étant donné que la RAC, c'est une démarche individualisée, ça se peut que pour une personne, ça y prenne plus que 12 jours, moins que 12 jours. Et ça se peut que si elle décide de faire la RAC vers le DEC en TE, ce soit plus que 12 jours. Fait qu'il faut juste aussi se dire que il va y avoir des critères de qu'est-ce qui est financé, qu'est-ce qui n'est pas financé, qui vont être à tenir en compte là, pour la situation de la personne que vous avez en tête ou tout ça. Excellent. Puis je vois des gens aussi qui posent des questions sur une éducatrice spécialisée qui fait aussi du travail au CPE d'appliquer le programme éducatif. Donc, toutes ces réflexions-là sur la reconnaissance, qu'est-ce qu'on peut reconnaître, pas reconnaître, vers où on enverrait ou pas cette personne-là. C'est sûr qu'avec l'arrivée du centre de certification, c'est le genre de situation qui risque d'être pris en compte là, dès le départ, ce genre de situation-là. Donc, à la personne qui a posé la question, je peux pas vous donner un avis personnel là-dessus, ni Sophie, mais c'est le genre de choses qu'on va regarder, puis c'est le genre de situations que vous pouvez nous adresser aussi, puis qui nous aident là, à figurer des cas avec le ministère. Il y a beaucoup de questions sur la retraite, donc la mesure pour les retraités. Sophie, deux questions, entre autres. Bon, une personne dit si je veux avoir plus d'informations, quelqu'un demande si est-ce que ça prend absolument une éducatrice à la retraite qui vient puis qui obtiendrait un poste ou si elle fait du remplacement, c'est tout à fait correct. Donc, tu fais des hochements de tête, la personne n'a pas besoin d'un poste. Donc, c'est une mesure quand même là, qui est intéressante. Faut savoir aussi là, qu'on avait eu des échanges avec le ministère du Travail et de l'Immigration aussi pour voir si on n'était pas capable aussi d'avoir une certaine mesure pour que les gens ait un gain aussi au niveau des impôts. Là. Donc, c'est sûr que ça, par rapport aux conditions de notre réseau, ça reste une mesure qui est à explorer. Là. Et tu allais dire, Sophie, je t'ai coupé la parole. Oui, donc le ministère de la Famille, une chose que je vais vous dire, c'est qu'après cette rencontre-là, non seulement elle va être en rediffusion, mais on vous a fait un aide-mémoire là, pour voir quelles mesures arrivent quand, puis les liens vers les outils qui sont reliés à ça. Donc, le ministère de la Famille a déjà publié une procédure pour comment vous allez pouvoir verser la prime salariale et aussi une foire aux questions. Donc, ça va être des outils super utiles pour vous permettre de bien rémunérer la personne. Et,
et vous pouvez commencer déjà à en parler. La prime salariale s'ajoute aussi à une autre mesure qui s'appelle le crédit pour prolongation de carrière, qui est un autre avantage financier pour les gens retraités qui voudraient revenir sur le marché du travail. Donc, c'est sûr que ça va aider la personne retraitée à prendre sa décision puis à voir un peu quel, quel pourcentage de son temps il veut donner au travail. Donc, ça va être disponible tout de suite après on va vous envoyer la rediffusion et la mémoire après la rencontre, je pense, demain, là, dans le courant de la journée. Et tu as raison, là, ça a été transmis par l'outil, l'outil de communication que vous avez avec le ministère, là, le fichier pour recevoir les montants aussi de votre côté. Je vous cacherai pas que c'est encore une petite mesure qui est un petit peu complexe quand vous allez ouvrir le fichier, mais vous êtes habitué à ce genre d'outils Excel très compliqués du ministère, alors ça vous fera sûrement pas peur à ce niveau-là. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Ça semble. C'est sûr qu'on a eu aussi des questions par rapport aux enjeux au niveau de l'immigration. Si on allait donner des coups de main, c'est quoi la suite? Donc, bon, là, il y a toutes sortes de mesures qui arrivent. Le ministre fait la promotion. Il y a des petites capsules à la télé. Là, je suis un employeur. Moi, je peux essayer de voir de mon côté quels sont mes besoins. Je vous rappelle que si vous voulez faire l'évaluation de vos besoins aussi dans les prochaines années, on avait mis à votre disposition un outil pour faire la planification de votre main-d'œuvre. Mais donc, une fois que là, je suis un gestionnaire, j'ai ces choses-là, ben, quelle est l'aide que la QCPE va m'apporter, puis qu'est-ce qui reste aussi à faire auprès du ministère? Là, je nous amènerai peut-être à nos deux autres points tranquillement, pas vite, Sophie, pendant que je reconfirme là, qu'on a bien fait les grandes questions. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire à la QCPE pour la suite des choses, Sophie? Bien, c'est sûr que le dossier du recrutement international, on est là depuis plusieurs mois, entre autres parce que on voulait s'assurer que la profession d'éducatrice soit incluse dans les nouvelles mesures, que ce soit quelque chose qui soit facilité parce qu'on se dit, les CPE, c'est des petites organisations. Le processus de recrutement international est assez complexe et demande des connaissances assez pointues. Donc, c'est sûr qu'on a commencé à faire des représentations pour que les éducatrices puissent avoir accès à la résidence permanente plus rapidement une fois qu'elles sont là. Ça, c'est au niveau fédéral, donc c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps là, pour que ça porte fruit. Néanmoins, on est content de voir que la profession d'éducatrice maintenant est inclue dans le programme de mobilité internationale plus, le PMI plus. Donc, ça fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de déposer une étude d'impact sur le marché du travail. Ça vous sauve du temps et des coûts. On va vous proposer une rencontre d'information sur comment recruter un travailleur à l'étranger, une travailleuse à l'étranger au mois de février. On est en train de discuter aussi avec les différents ministères pour voir comment est-ce qu'on pourrait, que ce soit nous, la QCPE ou le ministère plus largement, offrir un soutien spécialisé dans le fond pour les CPE dans le recrutement international parce qu'on sait que avec le développement des places, avec la gestion financière, la gestion au quotidien de votre CPE, vous en avez plein votre assiette. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut vous outiller vraiment de façon très concrète là-dedans. C'est bon. Donc, ben, je pense que c'est ça qu'il faut que vous reteniez le plus possible. Donc, oui, c'est beau. Vous avez déjà des gens à l'emploi chez vous que vous pouvez amener vers la RAC, des gens que vous allez pouvoir peut-être garder à l'emploi plus longtemps ou faire revenir par le biais des mesures pour les retraités. Il y a bien sûr nos gens qui sont en train de faire leur DEC qu'on encourage via des bourses et des montants pour soutien financier. Donc, ça, c'est plusieurs mesures. Puis là, ce qu'on ouvre comme nouveau champ, c'est vraiment cette idée d'aller à l'étranger. Donc, c'est sûr qu'au final, il va falloir miser sur plusieurs stratégies. Il y a le coude aussi où vous pouvez publier des offres d'emploi. Mais sur la question particulière de l'immigration ou que ce soit tous les autres éléments qui apportent certainement des complexités dans votre milieu, comme on vous le disait, là, on a fait des propositions au gouvernement. On est en train de voir là, comment on peut vous apporter un soutien. Ce qui est clair par ailleurs dans notre vision, c'est que nous, c'est le soutien auprès de vous qui va être notre élément central. Donc, ça nous prend des gestionnaires qui font la lecture de leurs besoins. Si vous avez des besoins en développement de place, si vous avez des gens qui quittent massivement la retraite, si vous avez des gens là qui, je sais pas moi, ont des congés de maternité à venir. Donc, vraiment, on va partir de vous, de votre évaluation, de votre planification en matière de main-d'œuvre et on va venir voir comment on peut vous donner un coup de main
pour aller chercher peut-être des gens à l'international, par exemple, mais pour aussi continuer à alimenter le gouvernement sur différentes mesures. Mais il faut vraiment que ça parte de vous. Donc, c'est sûr que nous, on n'ira pas faire du recrutement. La QCPE n'est pas un employeur. On n'ira pas se mettre à chercher 10 000 personnes à l'étranger. C'est vraiment de vous que ça part. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous réoffrir et de vous réencourager à utiliser l'outil de gestion et de planification de la main-d'œuvre parce que nous, ça devient des données super intéressantes. Peut-être rapidement vous dire qu'on a eu accès au premier retour. Vous savez, le ministère a mandaté Léger pour conduire un sondage sur l'état un peu actuel là, de la pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur. On a eu les résultats. Là, il y a à peu près un peu moins de 80% des CPE qui ont répondu. Toujours un petit peu plus difficile du côté des garderies. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà avec ces données, même si elles ne sont pas complètes, c'est plus de 3000 postes qui sont vacants actuellement. On a 360 postes de direction de gestion qui sont vacants aussi dans le réseau. Donc, on voit, là, ça se compte par milliers actuellement, le nombre de personnes qui sont manquantes dans le réseau. Donc, on a besoin de votre côté que vous fassiez la planification dans votre coin et que ce soit sur la base de ces données-là que nous, on puisse vous donner un coup de main pour la suite des choses. On est déjà en discussion avec les regroupements, déjà en discussion avec le gouvernement et on va avoir besoin d'avoir des lectures fines parce que je vous le dis tout de suite, là, pour aller vers l'immigration, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir fait la démonstration qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dans notre coin. Sophie vous dit on n'a plus besoin de démontrer au niveau de l'impact sur la main-d'œuvre, mais on a quand même besoin de faire la démonstration qu'on a activé d'autres leviers avant d'aller vers l'immigration qui n'est pas une panacée en soi et qui ne va pas régler tous les problèmes. Là. C'est pas ce que tu peux ajouter. Oui, je te laisse compléter. Oui, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Geneviève, quand on dit faire sa prévision de la main-d'œuvre, c'est parce qu'on le sait qu'aller chercher un travail à l'étranger, ça prend du temps. Donc, il faut être capable de dire, je vais avoir un poste à temps plein. Le minimum de contrat de travail qu'on peut offrir à une personne pour la faire venir de l'étranger, c'est 30 heures. Donc, vous sachiez que vous allez avoir un poste de 30 heures disponible dans, par exemple, un an à offrir à la personne quand elle va arriver. Donc, c'est là où ça vous demande peut-être une petite jonglerie de se dire, est-ce que je la mets tout de suite comme éducatrice ou est-ce que je fais un poste de remplaçante de 30 heures, par exemple? Donc, il y a comme une réflexion avec votre prévision de la main-d'œuvre à y avoir là, avant de s'engager dans ce processus de recrutement-là, si on veut. Donc, on va vous revenir dès février là, avec une rencontre là-dessus où vous allez avoir tous les détails de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut prévoir, etc., etc. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va se déployer de plus en plus dans les prochaines années, je pense, parce que démographiquement ou selon les prévisions de main-d'œuvre, ça va être quelque chose qui va être partie de la solution, si on veut. Ouais. Deuxième point sur lequel, oui. Être stratégique en disant, mais là, peut-être que si moi, j'ai pas des postes complets, c'est peut-être plus par d'autres mesures. Donc, c'est vraiment là où il faut être stratégique et évaluer vos besoins dans le temps et être en mode anticipation le plus possible là, parce que c'est pas nécessairement toutes les mesures qui peuvent convenir à toutes les situations. Après la rencontre, moi, je vais prendre le temps de lire chacun de vos commentaires, de vous relancer si jamais on n'a pas donné la réponse. Une chose aussi, une dernière chose sur laquelle je voudrais vous mettre la puce à l'oreille, vous inviter à prêter attention, c'est que vous allez recevoir une nouvelle collecte de données de la part de la firme Léger dans la première semaine de février. Donc, je vous invite vraiment à la compléter, non seulement parce que c'est une demande du premier ministre Legault d'avoir un portrait des postes vacants, de suivre la situation en petite enfance, et de deux, c'est obligatoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans la loi où vous devez divulguer ces données-là et ça aide vraiment à mettre l'emphase sur les besoins que vous vivez au quotidien, à avoir des chiffres probants là-dessus. Donc, vous devriez le recevoir la semaine prochaine. Je vous invite à aller y répondre. C'est très utile. Oui, et là, on distinguera aussi dans les différentes choses là, les gens qui sont déjà sur le territoire, donc comment ces gens-là, des fois, peuvent aller chercher une qualification. Je vais y passer des questions, mais aussi des gens qui pourraient arriver et qui sont déjà reconnus, qualifiés. On est déjà en représentation avec l'éducation et l'immigration pour voir les gens qui arrivent de milieux francophones avec des formations. Est-ce qu'on a vraiment bien fait l'évaluation de toutes les formations? Donc, le plus possible, vous allez nous donner de l'information et entre autres répondre aux demandes que M. Legault a fait. C'est sûr que ça nous aide, nous,
dans nos représentations là, et aller un petit peu plus loin pour bien utiliser. Là, c'est près de 300 millions qui convergent vers le réseau. Donc, vraiment, on va essayer de l'utiliser au mieux, ce 300 millions-là. Donc, à suivre de notre côté, on va vous officialiser très bientôt les soutiens qu'on va faire au réseau. Mais de votre côté, répondre au sondage de Léger, aller sur le portail Devenir éducatrice, éducateur en petite enfance et aussi là, faire votre planification de main-d'œuvre pour vraiment savoir, là, puis vous avez peut-être eu des réponses pour des nouvelles installations. Donc, vraiment, là, aller compléter votre planification, puis après ça, on va voir avec quelles mesures de toutes ces mesures-là avec lesquelles on peut jongler pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de pénurie dans votre coin. Est-ce qu'on avait fait un premier bon tour? Je pense qu'on a quand même répondu à plusieurs questions. Comme vous disait Sophie, parce qu'on vous a livré beaucoup d'informations dans ce 45 minutes-là, il y a un petit outil qui va suivre avec donc une synthèse des différents programmes, avec aussi des liens utiles pour vous y repérer. Donc, je pense que le premier objectif qu'on s'était donné il y a 2 ans, c'est de faire reconnaître qu'on n'était pas en rareté de main-d'œuvre, mais bien en pénurie. Faire reconnaître que c'était pas du gardiennage puis un métier qu'on peut apprendre sur le coin d'une table, mais une réelle profession. Faire reconnaître que c'était une priorité pour le gouvernement de s'y intéresser, de s'en préoccuper autant que les infirmières ou les enseignantes. Donc, je pense que ces trois choses-là sont vraiment acquises et dans la bonne voie. Là, on voit qu'il y a plusieurs mesures qui arrivent vers le réseau. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment s'assurer de tirer profit de ces mesures-là, d'aller les bonifier parce que ça reste que vous connaissez le gouvernement, c'est des programmes très précis avec des critères très précis. Donc, trouver les failles, essayer d'améliorer tout ça et de notre côté, vous donner un soutien une fois que vous avez une bonne planification, évaluer où il y a des trous, où il y a des problèmes, puis vous aider à vous retrouver dans ces différents programmes-là. Donc, on va continuer de notre côté à vous soutenir et je vous invite à aller là, vers la documentation au sortir de cette rencontre-là là, qui va vous permettre de vous y retrouver. Des choses à ajouter, Sophie? Non, c'est parfait. Merci tout le monde. Merci Geneviève. On fait le tour. Oui, à la personne qui demande s'il y aura une rediffusion, oui, il va y avoir une rediffusion. Donc, vous pourrez réécouter, vous repérer dans toutes les informations que Sophie vous a données. Et de notre côté, on continue à mener nos différents dossiers. Bien sûr, là aussi, on se préoccupe là, de la suite des choses, donc au niveau de la valorisation. Donc, on continue à faire avancer certains dossiers et dès que c'est mûr, on vous revient et on vous en parle. Donc, bonne fin de journée à vous et on vous dit à la prochaine. Au revoir.